Juste rapidement sur Pernod Ricard, donc ce sont 19 000 collaborateurs dans le monde. Aujourd'hui, le groupe réalise à peu près un peu plus de 90% de son chiffre d'affaires en dehors de France. En 2000, en fait, Pernod Ricard était au 6e rang mondial. Et je dirais quasiment à la fin des années 2000, en 2008, on avait racheté quasiment tous nos concurrents. Et donc nous nous retrouvons au travers d'une période d'une dizaine d'années de croissance externe, numéro 1, ex-aequo avec notre principal concurrent. Et donc finalement une décennie où l'innovation n'a pas vraiment été à l'ordre du jour. En fait, le levier de croissance principal pour Pernod Ricard, c'était bien la croissance externe. Fin des années 2000, pour plein de raisons, s'est posé la question effectivement d'activer en fait un autre relais de croissance, un autre moteur de croissance. Et l'innovation est venue, je dirais, de façon très naturelle à l'ordre du jour. Donc il y a une réflexion qui a été menée dans le groupe sur l'écosystème innovation de Pernod Ricard, qui a donné en fait naissance à un certain nombre de, je dirais, d'entités ou un renforcement des ressources du groupe. Alors parmi elles, BIG, qui est le Breakthrough Innovation Group, donc qui est une entité qui se situe à l'extérieur de l'organisation de Pernod Ricard, en dehors, je dirais, de l'organisation corporate, donc en dehors de l'algorithme. Comment je segmente l'innovation? Nous, on a, je dirais, pris le parti de définir en fait l'innovation incrémentale d'un côté et l'innovation de rupture de l'autre. Et l'incrémental, je pense à juste titre que tout ce qui était incrémental et donc la rénovation finalement, c'était quelque chose pour lequel les organisations, les grandes organisations étaient relativement bien outillées parce que c'est une innovation qui a un besoin d'industrialisation de l'innovation qu'on peut gérer dans des stage gates et qui a un horizon relativement court et où l'efficacité et le time to market est clé. Et surtout, cette innovation-là, elle a essentiellement pour vocation, je dirais, de régénérer et de maintenir les marques, les business models en vie et de les actualiser. L'innovation de rupture, c'est une toute autre histoire. La première question à se poser, c'est effectivement pour une entreprise comme Pernod Ricard, dont les marques essentiellement sont plus que centenaires, donc reposent sur la tradition, sur un savoir-faire, sur la terre, sur des produits agricoles. Quel est l'intérêt pour Pernod Ricard finalement de s'obséder avec l'innovation? En 1955, dans l'indice Fortune 500, vous aviez 500 entreprises. En 2011, il en reste 13%. 87% ont, on va dire, disparu. L'espérance de vie des entreprises au niveau du Fortune 500, elle baisse progressivement d'année en année, et ce de façon très très claire, puisque en 1926, je dirais l'espérance de vie moyenne était de 55 ans. En 2010, si je ne m'abuse, ou 2018, elle est programmée à moins de 15 ans. Donc là aussi, je dirais clairement une forte pression sur je dirais, la capacité de résistance des entreprises dans un contexte de plus en plus concurrentiel et surtout où les changements technologiques et l'innovation de rupture met en danger en fait la survie de ces entreprises. Les entreprises s'installent par la force des choses dans une forme de confort et aussi parfois d'arrogance parce qu'on a la conviction qu'on a le meilleur business model du monde, qu'il est très rentable et que rien ne pourra lui résister. On oppose en fait à tort l'algorithme et l'heuristique, l'heuristique étant cette capacité à sortir et à associer en fait un certain nombre de concepts pour générer de l'innovation. On oppose ces deux concepts, et effectivement l'innovation est souvent perpendiculaire à l'organisation, alors qu'en fait ces deux concepts sont complémentaires. Complémentaires pourquoi? Parce que tout business model, toute entreprise, à un moment donné, son algorithme a besoin d'être changé ou a besoin d'évoluer, et il évoluera notamment grâce à l'heuristique. L'algorithme génère beaucoup de convictions parce qu'il est rassurant. Donc il a été conçu pour ça. L'organisation d'une entreprise, elle est là pour réduire le risque, l'éliminer au maximum, optimiser la fiabilité. On s'est posé la question de savoir quels étaient les grands modèles en fait, de structures d'innovation qui existaient je dirais dans le monde, dans les grandes organisations, autour de l'innovation et en particulier de l'innovation de rupture.
Donc on en a catégorisé 4. Big aujourd'hui, c'est pas un think tank, c'est une structure qui a pour objectif en fait de partir de l'intelligence pour arriver à un business model, à un produit concret qui est, je dirais, que l'on peut déployer et mettre à l'échelle. Pernod Ricard, en 2010, a redéfini sa mission, en tout cas son métier, et on l'a défini autour de la convivialité en disant Pernod Ricard est créateur de convivialité. Alors la convivialité, en fait, c'est un moment dans lequel toutes nos marques vont s'inscrire et seront présentes, et c'est une expérience, en fait, c'est une expérience sociale, c'est une expérience d'échange. Donc en 2012, on crée Big, qui est en fait une toute petite cellule de 6 personnes, dont l'objectif est en fait de faire de la sélection, de la curation, je dirais, d'intelligence et de talent au service de projets. Donc notre mission, elle est assez simple, c'est d'activer un niveau global en fait, de l'innovation de rupture pour inventer le futur de la convivialité. Donc très clairement, notre philosophie n'est pas d'essayer de prévoir le futur. Oui, on a une structure en fait, de prospective à l'intérieur de l'équipe qui est relativement importante, puisque sur les 6 personnes, il y en a 2 qui consacrent 100% de leur temps à ça. Mais c'est une prospective appliquée, c'est-à-dire que cette prospective va se faire par rapport à, je dirais, un délivrable qui est l'intelligence qui va être collectée par cette cellule, elle va servir à nourrir en fait une phase d'idéation, de créativité qui va elle-même déboucher sur des concepts et des prototypes. On a, je dirais, une philosophie assez simple qui est de dire, pour innover, il faut commencer par observer et par récolter. Et on a beaucoup parlé d'intelligence collective. C'est vrai que l'intelligence collective est quelque chose qui est... Enfin, c'est un concept qui est extrêmement séduisant. Le problème, c'est que l'intelligence, le savoir dans les entreprises, il est souvent organisé en silo. 2, il est souvent aussi synonyme de pouvoir. Donc la première barrière dans l'entreprise, c'est de réellement partager l'intelligence et l'intelligence stratégique. La chose la plus difficile à faire accepter, c'est que l'innovation, en tout cas, si elle n'est pas fondée au départ sur une activité de recherche et développement technologique, elle est relativement difficile à rationaliser. Ce qui, à nouveau, est perpendiculaire à l'organisation, puisque l'organisation adore, surrationaliser les choses. Et donc, avant même de juger une idée, on veut absolument savoir, s'assurer que cette idée est née de façon rationnelle. L'acte d'associer, en fait, un certain nombre de concepts, sans rien inventer, en fait, associer aussi des innovations existantes pour en faire quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui peut être industrialisé, processé, mis en algorithme. Si ça se savait, je pense qu'on ne serait tous probablement pas là. La difficulté d'être à l'intérieur de l'organisation, c'est qu'on a un espace-temps qui est très court. Et en fait, on ne donne jamais vraiment le temps à une idée ou un prototype ou à un nouveau business model de s'installer. Et aujourd'hui, on raisonne souvent dans l'entreprise sur des échelles de temps d'1 à 2 ans, ce qui est valable éventuellement sur une innovation plutôt incrémentale, ce qui l'est beaucoup moins sur de l'innovation de rupture. Parce que, l'innovation de rupture a besoin de temps pour s'installer, elle a besoin de trouver sa place auprès de sa cible, et elle est rarement, je dirais, pertinente du premier coup. Les entreprises en général et les grandes entreprises ont du mal à accepter l'échec, alors qu'ici on ne parle pas d'échec, on dit j'expérimente, je vois comment ça se passe, j'en tire un enseignement, je repars en arrière et j'adapte en fait ma démarche, mon business model. Ce que les startups font de façon très naturelle parce qu'elles sont agiles, les grandes entreprises ont du mal à l'accepter. On a en gros 3, prismes d'observation. L'un qui est clairement sur l'humain et pas sur le consommateur, donc on parle bien de l'être humain, notre clé d'entrée c'est l'être humain. Premier prisme, donc, où on utilise ethnologie, sociologie, anthropologie et toutes les sciences molles. Un deuxième qui vient en complément, qui est un axe plus technologique. Donc on a bien une veille technologique sur un certain nombre de verticales qui nous intéressent. Et le troisième est digital, parce que le digital est transversal en fait à tous nos projets. Alors,
ces trois prismes, enfin, ils nous servent en fait à observer un certain nombre de plateformes. C'est-à-dire qu'on a défini, et c'est le lien stratégique entre Big et Pernod Ricard, on a défini dès le départ, une fois qu'on a eu défini notre mission, on a défini en fait des plateformes d'opportunités qui sont en fait le reflet de phénomènes. Phénomènes qui qu'on considère être structurants pour l'évolution de la société dans les 10 ou 20 prochaines années. Donc ces plateformes d'opportunités sont en fait nos axes de recherche, c'est ce qui structure en fait toute l'activité de l'équipe. Et donc on a une équipe qui travaille sur essentiellement trois verticales. La discovery, donc, qui est la partie, je dirais, collection d'intelligence, études, qui sont pour l'essentiel des études ethnographiques. Un deuxième pôle, qui est le pôle idéation, en fait, qui se nourrit de toute la partie discovery. En fait, c'est toute l'intelligence qui vient nourrir en fait, la partie création. Elle vient bien de ce pôle discovery, donc elle est intégrée. Et de ce pôle d'idéation, on aboutit en fait à un prototype qui ensuite va passer entre les mains d'une équipe qui est chargée de le délivrer en fait. Et là, on commence à rentrer dans un processus qui est assez différent, même si c'est bien dans le cadre de ce processus de delivery qu'on va procéder à l'expérimentation et éventuellement à des itérations successives. Mais là, on est déjà quasiment, on entame en fait la partie business model et business plan. C'est-à-dire que tout projet qui rentre dans cette partie delivery, en fait, au bout de ce processus, soit il est définitivement considéré comme un échec, soit il est considéré comme un potentiel, et à ce moment-là, je dirais qu'on va aller voir en fait, le groupe en leur présentant en fait, non seulement un produit clé en main ou une expérience clé en main, un service clé en main qui aura été expérimenté, dont on aura élaboré un business plan et sur lequel finalement Pernod Ricard n'aura plus qu'à décider s'il veut ou pas le déployer. Et toute cette intelligence, elle vient bien à un moment donné nourrir en fait sous la forme, je dirais, essentiellement d'une monographie, c'est-à-dire d'un document, le projet, et elle sert en fait à fertiliser et à inspirer les gens qui vont travailler sur la partie création. L'objectif d'une cellule prospective n'étant pas, à mon sens, de prédire le futur, mais de l'inventer, c'est ce que nous essayons de faire tous les jours, et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on a fait le choix d'intégrer au sein d'une petite équipe la totalité, en fait, du flux d'innovation, plutôt que de la segmenter, comme c'est le cas dans beaucoup d'organisations.